Les chandeliers, c'est Monseigneur Myriel, évêque de Digne, qui me les a donnés. Depuis, il m'éclaire. Jean Valjean, matricule 24 601. Je suis revenu. Le père Hugo a tracé de moi dans Les Misérables un portrait flatteur et nuancé dont ma vie tout a été parfait, sauf la récidive. J'ai été condamné à 5 ans de bagne pour le vol d'un morceau de pain. J'avais faim. À ma libération du bagne, j'ai escamoté. Non. Non. J'ai volé, oui, c'est ça. J'ai volé la pièce de 40 sous d'un petit ramoneur. Depuis, le remords me poursuit sans relâche. Et l'inspecteur Javert aussi. À mon tour, je vais tracer un portrait de mon créateur, Victor Hugo. Fort portrait flatteur et nuancé. Oh, dans sa vie, tout aurait été parfait si lui non plus n'avait pas eu son petit ramoneur, Gavroche. L'enfant Gavroche, fils de l'horrible Thénardier qui détroussait les morts sur les champs de bataille de Waterloo. Gavroche dont l'insouciance te tirait des larmes lorsque tu l'apostrophais. « Hé, Gavroche, Gavroche, papillon des barricades, à quoi penses-tu » Et le gamin te répondait, dans un battement d'ailes tout en gouaille, « Ah, mon Totor, mon Totor !» Bah oui, faut que je précise, c'est comme ça que Gavroche t'appelait. Remarquez, il n'était pas le seul. Hein. Oh, mon Totor, ce que tu as pu en montrer de courage dans ta première confrontation avec la barricade, celle de juin 1848. Ce courage, mon Totor, tu le mettais au service de quelle cause? L'insolence du gamin t'avait tourmenté. Et voilà pourquoi. Parmi les chefs des troupes à l'assaut des barricades de juin 1848, il en était un dont le panache éblouissait les soldats sous ses ordres. S'élançant vers la barricade d'où partait un feu nourri, il s'écria « Il faut en finir, mes enfants, on perd moins de monde en bravant le danger, en avant !» Cet homme, qui au péril de sa propre vie a balayé la barricade du faubourg Saint-Antoine, c'était Hugo, Victor Hugo, toi. Quant aux victimes, quel que soit le côté de la barricade, c'était les mêmes. Des mamans désespérées, des enfants affamés, des ouvriers privés de travail. Oh si, ceux-là avaient trouvé un engagement dans la garde nationale. Ces autres, rien. Ils nous parlent. Écoutons-les. Que disent-ils sous ta plume? Il y avait quelques cadavres çà et là, et des flaques de sang sur le pavé. Un papillon blanc allait et venait dans la rue. Allait et venait un papillon blanc. Il avait l'air de s'amuser follement. Les gardes nationaux et les soldats riaient beaucoup en l'ajustant. La barricade tremblait pour lui. Et lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feu follet, on le vit chanceler, puis il s'affaissa. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva pas. Il n'acheva pas parce que toi, Victor Hugo, venais de donner l'ordre de démolir la barricade. Ta fonction l'exigeait. Hugo, as-tu mauvaise conscience? Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Hugo. Mais non, Rousseau, Voltaire, ou qui que ce soit d'autre, c'est le sort de Gavroche qui a suspendu l'écriture de ton roman provisoirement intitulé « Les Misères ». L'odeur de la poudre a tari l'encre de la plume. Et toi, Gavroche, hein?
Qu'as-tu à lui reprocher? Oui, oui, tu as attendu jusqu'à sa proscription pour venir le harceler. Tu lui as soufflé, comme souffle le soufflet de la forge, de planter les misères pour cueillir les misérables. 1000 fois par heure, sur les cendres des misères, tu disonnais les misérables, les misérables, les misérables, comme pour en réanimer la flamme. Pour que le papillon du faubourg Saint-Antoine cesse de te tourmenter, tu l'avais épinglé dans le fond de ta malle aux livres. Ouais, ouais, en juin 48, juste après la liquidation des barricades, la colère d'un peuple meurtri t'a contraint à déménager ou à fuir, hein, ça c'est selon, de la place royale pour venir habiter rue d'Isly. Mais on ne quitte pas un palace pour un réduit sans une impérieuse raison. Alors tu as enfoui l'enfant feu follet dans le fond de ta malle aux livres. Sa ritournelle ne te lancinerait plus, son regard effronté ne te toiserait plus. Du moins, le pensais-tu? Tiens, je vais vous imiter Hugo, j'adore ça. Et puis en plus, ça le faisait beaucoup rire. N'est-ce pas, Victor? Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse. Quelqu'un dit « c'est bien ». Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et l'œil a cligné, comme celui du soldat ajustant le gamin montant sur la barricade. Tiens, à ce sujet, petite anecdote au sujet d'une de tes grandes admiratrices, qui elle aussi est montée sur la barricade. Avant d'être couché, bien sûr, sur ton petit cahier carnet coquin. Ah, Hugo, tu es un ogre. Louise Michel. Entre une virtuose du piano, entre concert et prison, sa seconde maison est venue te saluer. Sur le ton de la confidence, elle t'a déclaré que plus on aura pesé sur les barricades et plus la révolte sera terrible. Et puis elle a ajouté, la barricade n'était faite ni de pavés, ni de poutres, ni de ferraille. Elle était faite de deux monceaux, un monceau d'idées et un monceau de douleur. Et toi, un peu surpris, tu lui as dit que cette tirade te parlait, que tu l'avais déjà entendue quelque part. Ce à quoi elle a reconnu qu'effectivement, Enjolras, l'un des personnages des Misérables, l'avait bien sûr prononcé avant elle, et que si elle se sentait en communion avec ce personnage, c'est parce que toi, Hugo, le sublime écrivain, tu incarnais la barricade. En Louise Michel, tu as connu d'abord la communarde, pour qui tu composais, ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur la croix, Paris sur son grabat. La pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles et, las de souffrir, de rêver de mourir, tu disais « j'ai tué » car tu voulais mourir. Et ensuite, l'autre Louise, celle qui, à ton insu, a déposé à la Société des auteurs son manuscrit La misère, qui était un peu celle de son mentor, toi, Victor Hugo. Entre ces deux Louises, l'exil, le bagne. L'exil, Louise y fut envoyée au moment où tu en revenais. Et que ce soit dans une sombre case canaque ou une coquette demeure de Guernesey, l'éloignement forcé nous déprime et nous sublime, nous crucifie et nous sanctifie, nous bannit et nous bénit. Il y a toujours deux faces à la pièce de 40 sous du petit ramoneur. Nous sommes les temps dont la surface paisible,
cache le tourment des profondeurs. La barricade affiche elle aussi deux faces. L'une avec laquelle la contestation flamboie, l'autre contre laquelle la répression aboie. Toi aussi, Victor, tel Junon, tu présentes deux faces. La morgue qui s'affiche sur celle-ci disparaît sur celle-là. Une telle sérénité ne pouvait être accordée que par celui qui, juste avant de mourir, au pied de la barricade, a lancé ce regard étonné vers toi qui te disait « C'est donc toi, Totor ?» À cette époque, la violence s'enflammait à la moindre étincelle. Juillet 1830. Juin 32. Avril 34. Mai 39. Février 48 sont autant d'étages, sont autant de paliers qui nous amènent à ce terrible face-à-face de juin 48. Ben, on va reprendre successivement chaque palier. Juillet 1830. Charles X, hostile aux libéraux, met à profit les vacances des chambres pour que le gouvernement tombe de Martignac en Polignac. Charles se sent fort. Polignac, son chef de gouvernement, déclare que seul un recours aux ordonnances peut protéger la Chartre. Des ordonnances, soit. Quelles sont-elles? La première suspend la liberté de la presse, un classique. La deuxième dissout la Chambre des députés nouvellement élus et qui n'a pas encore siégé. C'est une nouveauté. Et la troisième vise à écarter une bourgeoisie éclairée en réduisant le nombre des députés de 428 à 258. C'est une curiosité. Aussitôt, l'émeute répond à la provocation. Elle durera 3 jours. 27 juillet 1830. Voitures et charrettes renversées forment la base de la barricade, renforcées par des meubles, des volets, des planches, des barriques, des pots de fleurs, de l'enthousiasme. Côté cour, tu interroges le roi. À ce qui chancelle, est-on bien appuyé? 28 juillet, côté jardin. Naissance de ta fille. Côté cour, au cri de Vive la Chartre, à bas Polignac, les émeutiers affrontent vaillamment la garde. 29 juillet, côté jardin, les révolutionnaires triomphent. Charles retire ses ordonnances. Côté cour, ton ami, le peintre Eugène Delacroix, envoie les couleurs de la liberté guidant le peuple. Devant, un tapis de victimes, le peuple. En arrière-fond, les tours de Notre-Dame, Paris. Au-dessus, le drapeau tricolore, la République. Au centre, Marianne, la liberté. À côté d'elle, Gavroche, l'avenir. Cet enfant ne sait pas. Et tu ignores encore que tu vas bientôt le dévorer. Hugo, tu es un ogre. 27, 28, 29 juillet 1830, les Trois Glorieuses. Côté cour, des milliers de morts. Oh, tu n'as pas pris part au massacre. Côté jardin, le H des tours de Notre-Dame, confondu avec le H de Hugo, observe de haut. Et du haut de ces tours, tu nous envoies. Juillet vous a donné pour sauver vos familles
3 de ces beaux soleils qui brûlent les Bastilles. Vos pères n'en ont eu qu'un seul. Et pendant ces 3 jours de juillet, que fait la troupe? Où est-elle passée? Pourquoi n'intervient-elle pas? Elle combat dans les colonies et l'on peut dire qu'Alger a coûté Paris à Charles. On se bat dans les colonies, on se bat dans la rue, on se bat au théâtre. Le public siffle, le parterre hue. Les loges éclatent de rire, c'est un rare vacarme. À quoi bon en voir siffler Hernani? Empêche-t-on l'arbre de verdir en écrasant le bourgeon? Te plains-tu? Avant de résumer, la nouvelle génération a fait la révolution de 1830, l'ancienne génération prétend la féconder. Folie! Une révolution de 25 ans, un parlement de 60, que peut-il résulter de l'accouplement? Alors, question vie privée. Avec Sainte-Beuve, ta femme épingle un amant, tu perds un ami, critique et triste à la fois. La consolation te vient des rencontres. Tu fais celle d'Alphonse Karr, un journaliste qui avait une maîtresse, comédienne, Juliette Drouet. Il te l'a présentée. Hugo, tu es un ogre. Oh, Alphonse n'a pas été rancunier, il ne voulait plus la déshabiller. Elle était couverte de dettes. Cette femme a aimé l'ogre et l'ogre l'a aimée pendant un demi-siècle. À l'occasion de votre première fugue, tu l'entraînes à Genève. Monsieur de Chateaubriand, il va bien, il revient à Paris, retourne à Genève, nous agace, nous fait coquetterie, nous jette une brochure et s'enfuit. Enfant, tu voulais être Chateaubriand ou rien. Et adulte, tu te demandes si ce n'est pas un peu la même chose. Il a été à Genève, toi aussi. Bon, il a été homme politique, toi aussi. Il a été élu à l'Académie, toi aussi. Il a été pair de France, toi aussi. Il avait sa Juliette, tu avais la tienne. Le drame qu'il a vécu avec la perte de sa fille. À ton tour, tu en as été frappé. Souviens-toi de ce qu'il t'écrivait. Mon cher ami, j'ai pleuré sur vous et avant vous. J'y pense sans cesse. Le cœur ouvert ne se referme plus. Vous ne pouvez être compris que par un père qui a perdu sa fille. Sur le champ politique, lorsque les entêtements de Chateaubriand ont fini par lasser, tu as eu ces 2 bons mots qui lui firent bien du mal. Sur sa fin, M. Chateaubriand avait quelque chose de plus beau que son discours, c'était son silence. Il a eu tort de le rompre. Il vieillit par le caractère, plus encore que par le talent, triste chose qu'un lion qui aboie. Ah, ça, c'est très méchant. Bien. Au sujet de Léopoldine, ta chère fille disparue, ce drame t'avait anéanti. C'est alors qu'on te présente Léonie, l'épouse du peintre Biard. Hugo, tu es un ogre. La morale réprouve l'adultère, la loi le condamne. On n'incarcère pas un marivolage pour un marivaudage. Il en est tout autrement à l'égard de la femme adultère. Pendant que l'on se gausse de l'honnête César, on maintient Léonie sous l'œil de Saint-Lazare. Alors qu'elle se morfond dans un froid cachot, toi, mon totor, tu te fais oublier en prenant quelques distractions à la campagne. « 1832. Fatal calcul. À l'heure où Gauss se courbe pour recevoir le titre de prince des mathématiques, Évariste Galois se dresse
face à la mort, à 20 ans, dans un duel que lui seul aurait su mettre en équation. Le lendemain, 1er juin 1832, un duel plus terrible encore entre le choléra et le général Lamarque éteignait ce dernier et allumait la folie de l'émeute que tu résumes ainsi. Folie noyée dans le sang, nous aurons un jour une république et quand elle viendra d'elle-même, elle sera bonne. Mais ne cueillons pas en mai le fruit qui ne sera mûr qu'en juillet, sachons attendre. Eh bien moi, Jean Valjean, matricule 24 601, je n'attends pas pour dénoncer une belle imposture. Toi, Victor Hugo, tenaillé entre le fait historique et l'histoire des faits, dans ton roman Les Misérables, tu places Gavroche sur la barricade de juin 1832, à laquelle tu n'as pas pris part, là où sa véritable place est sur celle de juin 1848, que tu as réduite au silence en faisant parler le canon. Juin 1832, juin 1848. De ces deux barricades, on peut dire que la première t'a installé place Royale et que la seconde t'en a délogé. Le roi s'amuse, ta pièce, que le roi te censure. Le roi ne t'amuse plus. Tu lui adresses ce message. Le théâtre est une chaire, il se sait responsable et il ne veut pas que son public puisse lui demander compte un jour de ce qu'il lui a enseigné. « 1834, avril. Le gouvernement suspend la liberté de la presse, c'est un classique, vous dis-je, hein, et interdit les associations politiques. Aussitôt, la barricade se dresse. Thiers, déjà lui, se montre impitoyable et pitoyable. Lorsqu'on évoque Thiers, je vois un affreux nain, réduisant sa taille du tiers, rue Transnonain. Tandis que ce nabot tue avec appétit, le poète étudie Honoré Riquetti. Honoré Riquetti de Mirabeau, l'orateur du peuple. Ah, il aurait volontiers plaidé la cause de Claude Gueux, un misérable, envoyé à la guillotine par la cour d'assises de Troyes, au moment où tu achèves l'écriture de ton roman, Le dernier jour d'un condamné. Et tu nous dis, la peine de mort est une amputation barbare. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. 1839. Barbès, Bianchi, Martin Bernard fomentent une insurrection en vue d'instaurer une république sociale. Oh, l'affaire est mal préparée, l'heure n'a pas sonné, il fait beau, promenons-nous en ta compagnie. C'est toi qui parles. Midi, je sors. La fusillade continue rue Saint-Louis, on empêche de laisser qui que ce soit entrer sur la place royale, on ne laisse plus pénétrer que les personnes qui y demeurent. On craint que les insurgés ne pénètrent un à un sur la place et ne fusillent la troupe de derrière les piliers des arcades. Je gagne la rue Saint-Louis, la fusillade continue. Impossible d'aller plus loin. Des commères racontent que l'insurrection a traversé le quartier vers 3 heures. 200 ou 300 jeunes gens mal armés ont bruyamment investi la mairie du 7e arrondissement, ont pris des fusils et ont couru à l'hôtel de ville. En entrant au corps de garde, ils ont
Ils ont sauté gaiement au cou de l'officier qui était là. Et ensuite, ils sont partis. Quant à l'hôtel de ville, qu'en faire? Ils s'en sont allés. S'ils avaient la France à la place de l'hôtel de ville, en aurait-il moins de soucis que de l'hôtel de ville? Oh, il y a parmi eux beaucoup d'enfants de 14 à 15 ans. Certains ne savent pas charger leur fusil, d'autres ne peuvent le porter. Tiens, un de ceux qui ont tiré rue du Paradis est tombé sur son derrière après le coup. Il est 7 heures, je rentre. Je suis sur mon balcon, place Royale, on entend les feux du peloton. 1 heure du matin. J'avais une lettre à jeter à la poste. J'y ai mis quelques précautions, car tout est suspect à ces braves gardes nationaux. Je me souviens qu'à l'époque des émeutes d'avril 1934, je passais devant un poste de la garde nationale, ayant sous le bras un volume des œuvres du duc de Saint-Simon. J'ai été signalé comme Saint-Simonien et j'ai failli être massacré. « 1843. Oui, bien sûr. Je sais qu'il n'y a pas eu de barricade en 1843, mais est-ce une raison de l'occulter? N'oublie pas que ça a été ton annus horribilis. Hugo, enfin, comment? Tu voudrais m'empêcher de parler? Même les chaînes chancellent. De retour d'Espagne, Juliette et toi faites halte à Soubise, petit village sur la Charente. Sur la table de l'auberge traîne le journal, un numéro du siècle daté du jeudi 9 septembre 1843. Tu le prends, l'ouvres et lis. Où est-il donc ce journal? Hugo, je te soupçonne de l'avoir fait disparaître. Peu importe, tout est là. Hier, vers midi, Monsieur Charles Vacry, ancien capitaine et négociant du Havre, ayant affaire à Villequier, entreprit de faire ce petit voyage par eau. Familier avec la navigation, il prit avec lui dans son canot son jeune fils, âgé de 8 ans, son neveu, Monsieur Charles Vacry, et la jeune femme de ce dernier, fille, comme on le sait, de Victor Hugo. Le bateau a chaviré. Madame Victor Hugo a appris ce matin au Havre le terrible coup qui la frappe dans ses affections de mère. Monsieur Victor Hugo est actuellement en voyage, on le croit, à La Rochelle. Elle s'appelait Léopoldine. Tu la pleures. Oh, je fus comme un fou dans le premier moment. Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre d'à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Elle avait 20 ans et l'enfant qui l'accompagnait n'en avait pas 8. Piètre consolation, le roi te nomme à la chambre des pairs. Comment cela se passe-t-il dans cette noble institution? Oh, pas toujours avec noblesse, hein. Cuvière, le corrompu, père de France, couvert de gloire à Hélo et d'opprobre à Gouénance, Teste, le corrompu, président des pairs de France, vend son honneur 94 000 francs en pot de vin, ce qui ne manque pas de sel. L'un est ministre, l'autre général. Les deux font l'impair. Au moins, ces deux-là t'incitent-ils à visiter la prison de la conciergerie. Ah, qu'en penses-tu? Dis-nous. La première impression qui frappe lorsqu'on entre dans une prison, c'est un sentiment d'obscurité et d'oppression, une diminution de respiration et de clarté, je ne sais quoi de lourd
qui se mêlent au funèbre et au funeste. La prison a son odeur, comme elle a son clair-obscur. Le jour n'y est plus du jour. L'air n'y est plus de l'air. Les barreaux de fer ont donc quelques pouvoirs sur ces deux choses libres et divines, l'air et la lumière. Le directeur de la prison me fait remarquer que les règlements de police défendent de laisser qui que ce soit dans la cellule des condamnés à mort. Je lui réponds ignorer ce que prescrivent les règlements de police, mais je sais ce que prescrit la loi. La loi place les prisons sous la surveillance des chambres, et les ministres en particulier sous la surveillance des pairs de France. Il peut y avoir des choses mauvaises dans le cachot d'un condamné à mort. Il est de mon devoir d'entrer et de votre devoir d'ouvrir. Après les prisons, tu visites les hospices. À Charenton, ta rencontre avec le médecin-chef aliéniste te fait dire « La contagion de la folie a ceci de remarquable que, ne se communiquant pas par le toucher comme la lèpre ou la vérole, ne se communiquant pas par l'air respirable comme le typhus ou le choléra, la maladie se communique évidemment par l'imagination, troisième agent morbide auquel les médecins n'avaient pas songé. Eh oui, on ne songe pas toujours à tout. Tiens, par exemple, ton fils Charles avait une maîtresse, la divine Alice Ozy. Il te l'a présentée. Hugo, tu es un ogre. « 1848, 24 février. Paris dresse ses barricades. Le peuple se soulève. La République est proclamée. Sans toi, on ne peut être à la fois à la chasse et à la cour. Le gouvernement provisoire répond aux sollicitations des ouvriers sans emploi, mais le travail mérite de la considération. Or, le travail proposé, creuser des trous pour les reboucher un peu plus tard, aboutit à la déchéance. On innove avec la création des ateliers nationaux, et là, on joue au bouchon. Quelle incurie! Dénonces-tu, toi, l'ordre de travail? 4 juin 1848. Élu député. Tu déclares que l'oisiveté engendre l'agitation sociale. Tu pèses de tout ton poids pour la fermeture des ateliers nationaux, berceau de la paresse. Le gouvernement te suit. Leur fermeture déclenche l'insurrection. Tandis que les faubourgs du fol Paris s'embrasent, voilà qu'à l'Assemblée, les députés s'écrasent. Et toujours au sujet de l'Assemblée, tu nous dis, cela ressemble plutôt à une cellule où les accusés attendent leur condamnation qu'un conseil de gouvernement. Puis tu apostrophes Lamartine. Eh bien, eh bien, eh bien. Mais on ne s'abandonne pas ainsi. Pourquoi ne pas avoir donné des ordres pour faire venir les garnisons des villes dans un rayon de 40 lieues? Cela vous ferait tout de suite 30 000 hommes. Et maintenant, tu nous décris, tu nous racontes la barricade. Ceux devant qui se sont dressées les barricades de juin 1848, effrayant chef-d'œuvre de la guerre civile, ne les oublieront jamais. La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de 3 étages et large de 700 pieds. De quoi était-elle faite? De l'écroulement de 3 maisons à 6 étages démolies exprès. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine. C'était
l'improvisation du bouillonnement. Tiens, cette porte, cette grille, cet auvent se réchaud brisé, cette marmite fêlée, allez, donnez tout, jetez tout. C'était la collaboration du pavé, du moellon, de la poudre, de la barre de fer, du chiffon, de la guenille, de la loque et de la malédiction. C'était l'abîme, parodié sur place par le tohu-bohu, une fraternisation menaçante de tous les débris. Sisyphe avait jeté là son rocher et Job son tesson. C'était l'approche des va-nu-pieds. Des charrettes renversées, accidentaient le talus. Un omnibus, hissé gaiement, à force de bras, tout au sommet de l'entassement, offrait son timon dételé à on ne sait quels chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait un ossa sur pelion de toutes les révolutions. En somme, c'était terrible. Ah ben non. Et tu en rajoutes sans beaucoup de nuances. Il y avait du cloaque dans cette redoute, sombre édifice de l'anarchie. On y voyait pêle-mêle, plein de désespoir, des chevrons de toit, des morceaux de mansarde avec leurs papiers peints arrachés, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres, des cheminées descellées, des armoires, des tables, des bancs, un sang dessus-dessous, hurlant, et ces 1000 choses, rebuts même du mendiant qui contiennent de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le haillon d'un peuple et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là d'un colossal coup de balai, faisant de sa misère sa barricade. Elle faisait arme de tout. Tout ce que la guerre civile peut jeter à la tête de la société sortait de là. Ce n'était pas un combat, c'était du paroxysme. Cette barricade était forcenée. Elle attaquait au nom de la révolution, de la République. Quoi? La révolution, la République. Elle, cette barricade, le désordre, le hasard, l'anarchie, elle avait en face d'elle l'Assemblée constituante, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la nation, la République, et c'était la Carmagnole défiant la République. Et c'était la Carmagnole défiant la Marseillaise. Dis-moi, Victor, une telle description apocalyptique justifie-t-elle le massacre que tu as ordonné, toi, le député conservateur, commissaire du 8e arrondissement, maire de Paris, maire du 8e arrondissement de Paris. Oui, Victor, tu as été maire. Ben, moi aussi j'ai été maire, hein. Ah, souviens-toi. Maire de Montreuil-sur-Mer, sous la fausse identité de Monsieur Madeleine. J'ai donc pu mesurer toutes les difficultés de la fonction. L'arbitrage d'un conflit exige du maire qu'il trouve un équilibre entre la retenue et les excès. Or, les excès, le peuple en a subi plus que sa part de la part de la garde nationale que tu commandais, comme tu le relates toi-même. Je te lis, Victor, je te lis. 2 filles, l'une après l'autre, lèvent leurs jupes sur la barricade et présentent leur ventre à la milice pour la défier. Elles sont criblées de balles. Monsieur Madeleine n'aurait jamais osé. L'assaut final, tu y étais. Tu l'as toi-même ordonné. Le canon sans faire de brèche capitale avait assez largement échancré le sommet de la redoute. Là, le milieu avait disparu et s'était écroulé. Et les débris qui étaient tombés, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, avaient fini, en s'amoncelant, par faire des 2 côtés de la barricade 2 espèces de talus, l'un au dedans, l'autre dehors. Le talus extérieur offrait à l'abordage
un tremplin, un suprême assaut y fut donné, et c'est là que tu t'es écrié « Il faut en finir, mes enfants, on perd moins de monde en bravant le danger, en avant !» Cette fois, c'était fini. Et moi, Jean Valjean, matricule 24 601, je me demande ce que faisait un gamin de Paris au milieu de cette barbarie. Il chantait. Il chantait jusqu'à ce qu'une balle, mieux ajustée ou plus traître que les autres, Gavroche. L'enfant Gavroche. Oh, et cet épisode t'a fait perdre quelques crédits auprès du peuple, hein. Tu l'en aimes que davantage. Te voilà obligé de fuir ou de déménager de la rue d'Isly pour venir loger dans une rue plus tranquille du côté de la nouvelle gare Saint-Lazare, rue d'Isly. Quartier bruyant en raison des travaux de la nouvelle gare Saint-Lazare. Heureusement, au bout de 3 mois, tu trouves à loger rue de la Tour d'Auvergne. Tiens, à l'occasion de ce déménagement, tu ne manques pas d'ironiser, hein. Pendant que mes meubles déménagent de la rue d'Isly, les principes déménagent de la Constitution. Je m'occupe le plus que je peux du premier de ces déménagements pour ne pas prendre part à l'autre. Décembre 48. Bonaparte est nommé président de la République. 6 mois plus tard, juin 49, 6 000 manifestants sans armes se retrouvent face à 40 000 soldats. Un peuple pas concerné, une opposition en loc, la barricade se disloque. L'avant-dernière des journées révolutionnaires de la Deuxième République n'a plus de souffle. Le soir même, Bonaparte se fait acclamer sur les boulevards. Alors comment expliquer ce renoncement, dirons-nous, des ouvriers? Oh, très simple, très simple. Les travailleurs se sont désolidarisés d'une bourgeoisie qui, en juin 48, leur a confisqué la République qu'ils avaient conquise en février 48. D'une certaine façon, les ouvriers se sont vengés de ceux qui les avaient réduits au chômage en fermant les ateliers nationaux. Du moins, est-ce là l'analyse d'un certain Karl Marx, quelqu'un dont on entendra parler, c'est moi Jean Valjean qui vous le dis, et qui ajoute « Juin 49 fut la némésis de juin 48 ». Némésis, déesse de la vengeance. 1851, décembre. Bonaparte ose le coup d'État. Il fait enfermer la plupart de ses adversaires politiques, et avec toi, les représentants du peuple ayant échappé à l'arrestation organisent la révolte. Encore une fois, beaucoup trop d'ouvriers, beaucoup trop de travailleurs refusent de s'impliquer. Tiens, l'un d'entre eux lance au député Baudin: croyez-vous que nous voulons nous faire tuer pour conserver vos 25 francs par jour? Ce à quoi Baudin répond: demeurez là encore un instant, mon ami, et vous verrez comment un ouvrier meurt. Et vous verrez comment un député meurt pour 25 francs. Puis, du haut de la barricade, il s'effondre, le crâne fracassé par 3 balles. Oh, il n'y a pas que les députés qui tombent. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ?» cria-t-elle. « Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Il jouait ce matin là devant la fenêtre. »
dire qu'ils m'ont tué, ce pauvre petit être. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux que l'on m'explique. L'enfant n'a pas crié « Vive la République !» L'enfant meurt, et toi, tu fuis. Avec un passeport au nom de Jacques Lanvin, compositeur d'imprimerie à livres, tu prends le train pour Bruxelles. Ton ami, le médecin Barthélemy Terrier, t'accompagne. Pour tromper la vigilance des douaniers, il se travestit en femme. Quelle idée! Non mais, quelle idée! Il doit, sans émettre la moindre protestation qui pourrait le trahir, repousser les assauts d'un gendarme tombé sous le charme. Le lendemain de ton arrivée à Bruxelles, Juliette te rejoint avec une malle qui contient tous tes carnets. Il y a au fond de cette malle l'ébauche de ton manuscrit « Les misères ». Et écrasée sous les misères, une culpabilité qui porte le nom de Gavroche. 1852. Décembre, 2 décembre, un an jour pour jour après le coup d'État à l'heure d'Austerlitz, le président de la République se fait empereur. Il prend le nom de Napoléon III. Pour toi, il sera Napoléon le Petit. Expulsé de Belgique, tu embarques pour Jersey en passant par Londres. Ta famille t'y rejoint, hein, mais pour ne pas subir, pour ne pas mourir. Tous les moyens sont bons, des plus anciens comme l'écriture, la sculpture, la peinture, aux plus modernes, comme la photographie. Lorsque Napoléon le Petit autorise le retour des exilés, tu lui rétorques « J'accepte l'âpre exil, n'eut-il ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer. Si quelqu'un a plié, qu'on le recrute plus ferme, et si plusieurs s'en vont, qui devraient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore celui-là. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Avec l'argent récupéré par tes droits d'auteur, les contemplations, tu t'offres Hauteville House à Guernesey. Splendide résidence où chaque semaine tu invites les enfants pauvres à venir goûter Gavroche et Petit Ramoneur. Moi, Jean Valjean, je donnerai à chaque petit ramoneur tous les goûters du monde juste pour qu'il efface de sa mémoire l'offense faite à sa pièce de 40 sous. Le cœur de ce gamin palpite au rythme de celui qui s'éteint dans le sein de Gavroche. Gavroche, dévoré par l'ogre. Un ogre fidèle à sa famille. Un ogre fidèle à la conviction de sa grandeur. Un ogre fidèle à son travail. Car tu travailles, Hugo, tu travailles. Les lettres font des mots, les mots font des phrases font des lignes, des pages et des pages, des chapitres. Et soudain, au détour d'une virgule, Gavroche surgit. Le visage noirci par la poudre à canon. Mon Dieu, comme il ressemble au Petit Ramoneur. Le Petit Ramoneur, c'était sa vie, la pièce de 40 sous, sa vie qui lui échappe au pied de la barricade. Et soudain, les papillons de la liberté voltigent. Oui, car ton roman, Les Misérables, oui Victor, Les Misérables, ton roman, apparaît. Et c'est pour cela que je te dis merci, Victor. Les Misérables. Eh bien, moi, Jean Valjean, j'en suis. Et le gamin Gavroche aussi. Ah, Gavroche, sacripant de Gavroche, toujours à taquiner le maître. Ah, totor. Moi, j'étais sur la barricade de juillet 1830. Je ne t'y ai point vu.
J'étais aussi sur la barricade de juin 32. Je ne t'y ai point vu. De même étais-je sur la barricade d'avril 34. Je ne t'y ai point vu. Aussi, j'étais sur la barricade de mai 1839. Je ne t'y ai point vu. Enfin, j'ai... Ah non, j'étais aussi sur la barricade, oui, j'étais aussi sur la barricade de février 1848. Je ne t'y ai point vu. Et enfin, j'étais sur la barricade de juin 1848. Et là, je t'y ai vu. Et toi aussi, tu m'y as vu, à une portée de fusil. Il est temps pour moi de vous quitter. Derrière la barricade, quelqu'un m'attend. Cosette. La première fois que je l'ai vue, elle portait un énorme sceau de douleur, un énorme sceau d'injustice, une nuit de la nativité, sur un chemin forestier. Et la dernière fois qu'elle m'est apparue, elle irradiait de bonheur au bras de Marius, son fiancé, que je lui avais ramené de l'enfer en passant par les égouts. Je l'avais ramené sur mes épaules. Cosette. Ma Cosette. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.